Alors, merci à toutes et à tous. Je commence par ce sujet, quel est FiO2, ou plutôt quel PaO2 cible en réanimation. C'était l'occasion de parcourir pas mal d'études qui ont été publiées dans les 3-5 dernières années sur le thème. Et c'est quand même notre quotidien en réanimation. Voici mes déclarations d'intérêt qui n'ont aucun rapport avec le sujet traité. Alors, c'est banal, mais l'oxygène, c'est ça. L'oxygène, c'est notre cofacteur pour produire l'énergie. Je vous renvoie à tous nos sources adorées, nos études adorées, le cycle de Krebs que nous connaissions bien sûr par cœur. Et effectivement, c'est ça notre but quand on administre de l'oxygène. Le problème, c'est que l'oxygène, c'est également ça. L'oxygène est un oxydant puissant qui, avec les voies enzymatiques du corps humain, donc toutes ces voies oxydatives ou nitroxydatives aussi, donc, produisent ensuite à la fin des espèces réactives de l'oxygène qui sont elles-mêmes aussi puissamment oxydatives et des espèces réactives nitrées qui sont également oxydatifs et entraînent des conséquences inflammatoires diverses. On verra un petit peu après avant de passer aux études cliniques. Alors juste pour prendre beaucoup d'auteurs, une hauteur d'à peu près 1 milliard d'années. Donc après, une fois qu'il y a eu d'abord l'explosion d'oxygène liée aux cyanobactéries, donc ça par contre on remonte à peu près presque 3 milliards d'années, cet oxygène-là a été absorbé par les minéraux et les fers. Puis ensuite il faut attendre 1 milliard d'années pour que l'oxygène remonte dans les niveaux atmosphériques et remonte effectivement avec des variations jusqu'à presque 35% et remonte au niveau du 21% qu'on connaît. Et l'évolution fait qu'effectivement, c'est cette explosion, ce grand événement oxygénatif qui a permis l'évolution de la vie aérobie sur Terre. Mais dans l'évolution de la vie aérobie sur Terre, là, vous voyez ce petit NRF2 diverge d'une séquence, NRF2 est recruté quelque part, NRF2, enfin un cofacteur KAP1 est recruté comme régulateur d'NRF2, ça c'est l'évolution des gènes, et pas de n'importe quel gène, c'est l'évolution du gène NRF2, qui est un régulateur de tous les systèmes antioxydants du corps humain. Et donc effectivement, en parallèle à l'évolution de la vie aérobie, oxygénative, oxydante, ce sont nos systèmes antioxydants qui ont évolué pour quand même nous protéger d'une certaine manière de ces substances oxydatives. Alors, si on prend la définition physiopathologique du choc, qui est l'inadéquation entre la demande et l'apport en oxygène, notre travail au quotidien quand même reste d'emmener cet oxygène là où on en a besoin. On oublie souvent quand même. On se focalise beaucoup sur perfusion, circulation, macrocirculation, hémodynamique. Et effectivement, au démarrage, il y a l'oxygène qu'on met dedans, donc la FiO2. Et je rappelle, donc je reviens sur les conséquences éventuellement délétères mécanistiques de l'oxygène. C'est au niveau de la mitochondrie. Quand on donne des quantités croissantes, des paliers croissants d'oxygène au niveau mitochondrial, on a au début, avec un faible niveau basal de production, d'apport en oxygène et de production d'espèces réactives de l'oxygène, on a des voies qui finalement ne sont pas si mal. Toute l'oxydation n'est pas délétère. Il y a un niveau oxydatif de base, il y a des signaux oxydatifs de base qui déclenchent des voies qui déclenchent à la fois la réponse antioxydative, mais déclenchent aussi des voies protectrices et même des voies des réactions de survie. Et c'est quand on monte en palier, notamment, on déclenche au fur et à mesure des voies qui sont inflammatoires, et quand on monte en palier et qu'on soutient des paliers élevés, on a des niveaux croissants d'espèces réactives de l'oxygène, et on active des voies inflammatoires, puis des voies de nécrose cellulaire, des voies d'apoptose, de mort non nécrotique cellulaire. Donc on comprend que ces espèces réactives de l'oxygène, et c'est lié également à la quantité d'oxygène, puissent être délétères. Deuxième couche, particulièrement quand on est dans un phénomène d'ischémie-reperfusion, on a d'abord
on aboutit à des métabolites qui s'accumulent, type l'hypoxanthine, et ensuite, dès qu'on remet de l'oxygène dans la machine, on a l'utilisation de ce cumul de métabolites dans des voies, encore une fois, de production d'espèces réactives de l'oxygène. Donc l'ischémie-reperfusion, toutes les situations d'ischémie-reperfusion sont des situations à haut risque quand ensuite on apporte de l'oxygène et qu'on reperfuse. Du coup, ça c'est un peu une des visions récentes, c'est passe essentiellement par les espèces réactives de l'oxygène. Le fait d'apporter de l'oxygène joue un rôle dans la production, voire la surproduction d'espèces réactives de l'oxygène et de toutes les conséquences délétères qu'il peut y avoir. En plus, c'est connu de longue date avec des rongeurs, les rats, les souris, qui sont hyper susceptibles à l'oxygène dans ces modèles-là. Quand on leur administre de l'oxygène, à haute dose, on peut éventuellement les faire mourir parfois même en quelques heures. Et pour se passer un peu de ce biais d'espèces qui sont un peu hypersensibles à l'hyperoxie, il y a eu par le passé des modèles de primates. Alors, le modèle de primates, c'était surtout des babouins. Les babouins, ce n'est pas les primates les plus proches de l'homme. Les primates les plus proches de l'homme, c'est plutôt les chimpanzés. Mais en passant des rongeurs à des animaux, on va dire, plus évolués, plus proches de l'homme, quand même, ils ont montré dans ces modèles-là que l'administration de haute FiO2 pendant des temps soutenus, alors là, on est quand même entre 5 et 12 jours, voire 15 jours, aboutissent à une mortalité qui dépasse 50%, qui peut atteindre 100%. Donc ça, c'est un peu la toxicité directe pulmonaire de l'oxygène. Et donc, conceptuellement, on aboutit éventuellement à des besoins, on va dire, des cibles moyennes de PO2 tout venant, plutôt des cibles élevées si effectivement on est dans des vraies situations d'hypoxémie et qu'on a des territoires qui vont être ischémiques et il faut réussir à leur emmener de l'oxygène, situation à risque, et à l'inverse, des situations où si on a un poumon qui est déjà lésé, hyper susceptible peut-être à la toxicité directe de l'oxygène, si on a une vasoconstriction, et l'hyperoxie peut être vasoconstrictrice, si on est à risque vraiment, on est dans une situation de reperfusion, peut-être qu'il faut des cibles plus basses. Ça, c'est éminemment théorique et conceptuel. Du coup, quelle est la correspondance, on va dire, clinique de tout ça? Toute une génération d'études de cohortes, parfois d'énormes cohortes, avec l'avantage que peuvent avoir ces énormes cohortes, parfois de 150 000 ou 200 000 patients en rétrospectif, pour voir ce qui sortent comme signaux. Et ce qui sortent comme signaux, en utilisant des cibles, on va dire PaO2, FiO2, des premières 24 heures, cumulées, enfin il y a une énorme hétérogénéité dans ce qu'on a regardé pour regarder l'éventuelle hyperoxie, mais de manière régulière sortait une association entre l'exposition, le degré d'exposition en intensité et en temps à l'oxygène et la mortalité en réanimation. Ça, c'est des arguments, effectivement, qui sont plutôt en faveur d'un effet délétère de l'hyperoxie en réanimation. Donc, sont arrivées les études des 5 dernières années, 5-6 dernières années. La première, c'est l'étude d'Aspar, un peu compliquée, Hyper2S. Elle était une étude multifactorielle, randomisée, contrôlée, de 2 choses en même temps, donc ça faisait 4 groupes 2 à 2. C'était à la fois la normo et l'hyperoxie, et à la fois le SSI contre le sérum salé hypertonique. Et le problème, pour le thème hyperoxie, en fait, cette étude a été arrêtée par le Data Safety Monitoring Board, pour une tendance à la surmortalité, donc la diminution de la survie, dans le groupe hypero-2. Et quand on regarde effectivement le degré d'hyperoxie dans ce groupe hypero-2, pas une vraie différence à H0. Par contre, H12, H24, on voit que les PaO2 étaient quand même de 150 à parfois 350, voire plus que 350. Donc véritablement des hyperoxies très, très marquées. Donc si on revient un peu à ce tableau des études, oui, là, arrêt prématuré, on ne sait pas si c'était vraiment significatif, mais en tout cas, la tendance était telle que l'étude a été arrêtée. Donc un point négatif pour l'hyperoxie. À la même époque, il y a eu une méta-analyse de toutes les études préalables qui, avec toutes les limites d'une méta-analyse, a quand même montré également
qu'il y avait plutôt une surmortalité quand il y avait plus d'oxygène et que les études, le cumul d'études était plutôt en faveur de cibles conservatrices, d'éviter l'hyperoxie. Ils avaient même réussi à faire une espèce de méta-régression pour montrer que plus on augmentait la PO2 point par point, plus dans ces études-là, plus on avait une augmentation ici de la mortalité au-delà du isomortalité ici. Donc on commence à augmenter 1, quelque chose, possiblement à atteindre presque 2 pour les extrêmes. Ils ont été encore un cran plus loin. Ils ont utilisé les données réelles patients récupérées des essais randomisés contrôlés qu'ils avaient inclus dans la méta-analyse. Ils ont fait leur propre méta-étude sur données patients et montré qu'effectivement, il y avait un risque de surmortalité à J90 avec des cibles libérales, c'est-à-dire ne pas faire attention à l'hyperoxie. Donc, encore un point négatif pour l'hyperoxie dans cette séquence d'études. Après, il y a un ventre mou. Il y a des études qui ont été publiées entre 2020 et 2021, toute une série. ICU ROX, LOCO2, O2 ICU, Hot ICU, une méta-analyse en prime, Prospero. Et qu'est-ce qu'on peut observer avec ces études-là? Finalement, quand on regarde toutes ces études-là sous cette forme-là, de comment se situaient les PO2, à la fois les basses et les élevées, de comment s'étalaient les PO2 dans ces études-là, elles s'étalaient toutes dans une gamme à peu près de 70 à 100 mm de mercure. On ne peut pas dire que ce soit de l'hyperoxie très marquée, on ne peut pas dire non plus qu'on soit dans une énorme différence entre le conservateur, entre l'hyperoxie. Là, je replace l'étude, la première de Pierre Asfar avec l'hyperoxie délétère. On voit là la gamme hyperoxie qui est vraiment très nette. On peut imaginer qu'on se situe vraiment sur la partie d'une éventuelle courbe en U qui est délétère. Alors, effectivement, ces études n'ont pas montré de différence entre conservateur, libéral, cible serrée, cible lâche. On était effectivement dans la gamme que vous avez vue. S'intéresser d'un peu plus près à l'étude LOCO2, une de ces études de cette période-là, l'étude LOCO2 a été considérée comme négative, pas de différence entre les deux stratégies, parce qu'ils avaient préétabli, eux, une limite à 9% de différence de mortalité entre les deux groupes. C'était leur objectif premier, à J28. Et effectivement, il n'y avait pas une différence de 9% entre les deux groupes. Par contre, il y avait une différence de plus de 9% pour la mortalité en réanimation et la mortalité à J90. Et ensuite, quand ils ont regardé ça, effectivement, il y a un autre ratio qui dépasse l'intervalle de confiance de 1 et qui est un 1,6. Donc il y avait une surmortalité, mais pas dans le groupe hyperoxique, dans le groupe conservateur. Et donc là, ça commence à foirer là. C'est plus l'hyperoxie qui commence à poser problème, mais c'est le groupe conservateur. Effectivement, si on replace ça sur notre courbe en U, on voit que leur cible conservateur était quand même entre 55 de PO2 et 70. On peut comprendre que d'être conservateur serré à ce point-là, on est peut-être en train de flirter avec l'hypoxémie. Et donc, ce n'est pas non plus choquant que cette étude-là montre des outcomes qui soient délétères dans le groupe conservateur. Et donc là, on a effectivement reconstruit avec ces études-là une courbe en U avec trop conservateur délétère, vraiment hyperoxique délétère, et puis une gamme quand même raisonnable où on n'a pas l'impression que d'avoir une stratégie d'un côté ou de l'autre au sein de cette gamme-là soit vraiment importante. Alors, il y a eu d'autres revisites de certaines de ces études-là. L'étude Hot ICU a été revisitée, celle-ci, donc avec là, c'était des cibles à 90 en libéral et à 60 mm de mercure en conservateur, pas de différence sur la mortalité à J90. Ils avaient prévu d'emblée une analyse bayésienne, une analyse de probabilité en fonction de différents profils, et ils l'avaient programmé et designé d'emblée. Donc ils ont fait cette analyse post-hoc, qui a ses limites, ce n'était pas l'étude première, mais elle était prévue, elle était déjà organisée dès la première étude. Et là, on voit qu'en fonction de doses croissantes de noradrénaline, finalement, il y a une différenciation
entre la cible conservatrice qui augmente plus rapidement et plus haut le risque de probabilité de mortalité à J90. Donc, avoir des cibles conservateurs chez des patients de plus en plus choqués, en choc septique, n'est pas forcément une bonne chose si on en tire les conséquences de cette analyse post-hoc. Donc là, ça commence à avoir du plomb dans l'aile encore. Une deuxième étude qui tombe quand on la regarde un peu différemment. Regardons même une des premières études. L'étude Hyper-2S a été réanalysée avec toutes les limites d'une réanalyse post-hoc d'une étude randomisée qui n'était pas designée pour ça, mais eux aussi ont regardé les patients qui étaient réellement, cette fois-ci, alors ils n'ont pas fait en dose croissante de noradrénaline, mais ils ont regardé réellement les patients qui étaient en choc septique tels que définis par les critères sepsis 3, hypotension, vasopresseur, lactate supérieur à 2. Et là, en regardant ça, à J28, il y avait une diminution de survie dans le groupe plus de survie dans le groupe normoxique. Alors, est-ce qu'on peut revisiter également la méta-analyse de l'époque? Donc là, la méta-analyse de l'époque, voilà. On fait des sous-méta-analyses. Et dans ces sous-méta-analyses, l'une concerne la prévention de des incidences d'infections acquises en réanimation. Et quand on départage entre médical et patients médicaux et patients chirurgicaux, on a un avantage éventuel, hypothétique, qui vient uniquement de la méta-analyse, de l'hyperoxie dans la prévention des infections acquises en réanimation. Ça rejoint un thème qui dépasse le thème de cette présentation, mais qui est de l'hyperoxie dans l'infection, dans le fait d'aider à la résolution de l'infection, voire même de prévenir certaines infections, notamment en milieu chirurgical, avec des études qui sont hors réanimation en chirurgie, très controversées parce qu'il y a eu aussi une équipe qui a pas mal faussé ces données, mais je ne vais pas rentrer dans ce thème-là, mais en tout cas, il y a des choses qui dépassent également la simple question réanimation tout venant. Donc ça, c'est la vision de Paul Young qui avait mené une de ces études-là. Finalement, ça revient à ce qu'on a déjà vu, vraiment peu d'oxygène, des cibles très basses qui flirtent avec l'hypoxémie, non. On a vu, c'est là que ça commence à foirer. L'hyperoxie très marquée, alors lui il met un seuil à 110, après c'est un peu ça qui n'est pas très déterminé, non plus. On est probablement dans les conséquences délétères directes de l'hyperoxie. Après, se discutent les deux autres. Se discute une normoxie entre 70, 80, 100, 110 pour les patients septiques, notamment on l'a vu là avec la noradrénaline, les analyses post-hoc, avec les patients choqués, ou peut-être un peu moins lorsque on est dans des situations vraiment avérées d'ischémie-reperfusion, où on craint vraiment l'effet de l'ischémie-reperfusion. Alors, est-ce que c'est vrai? Là, le petit sigle à côté d'ischémie-reperfusion, le petit sigle là, c'était arrêt cardiaque en train d'être massé. À quel point c'est vrai? Les méta-analyses, justement, d'arrêt cardiaque récupéré le suggèrent. Et voilà, c'est essentiellement pour ça que Young s'était permis d'insister là-dessus dans son abord de la question. Toutefois, quand on regarde la randomisée contrôlée récente sur le sujet, dans JAMA en 2022, là c'était des arrêts cardiaques récupérés en extra-hospitalier. Vous voyez que là, déjà, les différences entre les SPO2, donc eux, la cible, c'était SPO2, ils avaient une cible à 90-94, mais en réalité, ils étaient entre 97 et 100 lorsqu'ils étaient inclus en extra-hospitalier, et 94-99, donc au-delà de leur cible basse, et vraiment des saturations quasiment à 100%, puisque la médiane était à 90, et on allait de 97 à 100, 98 à 100. Donc c'était même pas aussi bas versus haut, c'était moins bas qu'ils ne pensaient versus haut. Et avec ça, il y avait dans le groupe conservateur moins de survie et beaucoup plus d'hypoxémie.
donc en surveillant la saturation et en se mettant des cibles même pas aussi basses réellement que prévu, simplement plus basses que 99 en gros, ils avaient plus d'hypoxémie et une surmortalité dans le groupe de traitements conservateurs. Donc en conclusion, avec toutes les limites, ça c'est pas des conclusions béton, hein, vous avez vu les niveaux de preuve, on a des études randomisées contrôlées qui vont dans un sens, des méta-analyses inconstantes, des randomisées contrôlées négatives, des réanalyses post-hoc de randomisées contrôlées qui changent le message de la randomisée contrôlée initiale. Donc, on ne peut pas marteler ces choses-là avec des grandes certitudes. Toujours est-il qu'en conclusion, il semblerait qu'une hypoxémie majeure soit probablement délétère. Qu'est-ce que c'est qu'une hypoxémie majeure? À chaque fois, on va avoir ce problème-là. On pourrait imaginer, avec l'étude de Pierre Asfar, que ce soit au-delà de 150 mm de mercure de PaO2. Il serait donc préférable d'avoir une norme oxy avec, encore une fois, toutes les difficultés autour de comment définit-on la norme oxy. 70-100, 80-100, 70-110, bref, on est quelque part par là, mais on ne connaît pas vraiment les seuils. Et en tout cas, d'avoir des cibles conservateurs vraiment limites expose vraiment trop sûrement à l'hypoxémie chez certains patients. Et là, à coup sûr, on va être délétère. Et donc ça, c'est quand on cible des seuils de PaO2, 60, peut-être 70, on ne sait pas. L'autre message de ces études-là, c'est quand même préférable de cibler réellement la PaO2 que la SPO2. La SPO2, à cause des difficultés de correspondance stricte entre PaO2 et SPO2, vont entraîner, surtout quand on est en conservateur et qu'on se met à des SPO2 qui sont peut-être pas loin, en fonction des patients, de la zone où le rapport SPO2-PaO2 va plonger, expose à l'hypoxémie. Et donc ça, il faut sans doute éviter, et il faut sans doute, si l'enjeu, il y a un enjeu, il faut faire les gaz du sang et vérifier les PaO2. Ensuite, moi j'ai un problème conceptuel avec le fait d'avoir décidé de regarder oxygénation sans regarder perfusion. Et d'ailleurs, l'étude qui regarde ensuite la noradrénaline et voit que ça modifie tout, on ne peut pas dissocier chez le patient de réanimation oxygénation d'un côté et ne pas regarder ce qui se passe en perfusion, ne pas regarder ce qui se passe en transporteur, en hémoglobine, enfin en mille autres choses, même en diffusion avec le degré d'œdème qui gêne la diffusion. C'est trop difficile de dire je regarde la FiO2 ou je regarde la PaO2, ça ne correspond pas à ce qu'on fait et ça ne correspond pas aux patients de réanimation. Et ensuite, à la fin, ça c'est quelque chose qui est plaidé, mais pour l'instant c'est un vœu pieux, c'est qu'il faudrait des biomarqueurs pour identifier d'une part lesquels ont vraiment besoin de cibles plus élevées et surtout quels sont les patients qui ont des capacités antioxydantes qui sont tellement dépassées que l'oxygène devient éventuellement vraiment quelque chose qui vient nourrir le stress oxydatif que le patient ne peut plus gérer.